C'est vrai que là, je commence seulement à me retrouver en tant que femme, tu vois. Limite, maintenant, je dis plus que je suis une maman. Genre, ça y est, je suis redevenue une femme. Avant d'être une maman. Parce que pour moi, il faut que je sois une femme épanouie avant d'être une mère épanouie. Si moi, je suis heureuse dans ma vie professionnelle, dans mon couple, en tant que Justine, femme de 23 ans, bah, je serai la plus heureuse des mères et je pense la meilleure aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je me concentre vachement sur moi en ce moment parce que je me dis, il faut que je me retrouve moi en tant que femme, il faut que je redéveloppe mes projets, il faut que je me remette à écrire, à lire et du coup ça me fait vachement de bien quoi. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur quatre. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Alors moi c'est Justine Courteau, j'ai 23 ans, je suis effectivement une jeune maman d'un petit garçon qui a aujourd'hui 1 an. Et en parallèle, j'ai fait des études de communication journalisme. J'ai travaillé dans une rédaction avec des jeunes journalistes aussi où j'écrivais beaucoup d'articles, surtout de société ou sur les femmes ou sur le cinéma. C'est vraiment les 3 thèmes que j'adore aborder. Et à côté de ça, j'ai produit le documentaire 28 jours avec 2 autres nanas. Par la suite, j'ai créé le compte Instagram qui a suivi en fait, qui a été juste la suite logique du documentaire où j'ai commencé à poster vraiment des choses, des posts pédagogiques pour essayer en fait de déconstruire effectivement ce tabou des règles. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire qui gronde, une histoire qui fait peur, celle de millions de femmes et de toute l'humanité, celle dont on ne parle pas et qu'on chuchote à peine, l'histoire qui s'écoule entre nos cuisses. En parallèle avec Antoine, que tu as reçu il n'y a pas si longtemps que ça, on est en train de réaliser un podcast sur les prostituées et ES, où on va tirer vraiment des portraits d'hommes et de femmes qui font ce métier, soit par choix ou pas du tout par choix. Et donc on veut vraiment les interroger sur ça. Et ça s'appelle À corps ouverts. Parce que je trouve qu'on a trop tendance à les mettre dans des cases, à dire les prostituées c'est des putes. Pas du tout, c'est des personnes comme toi et moi en fait. Tu aurais pu l'être, j'aurais pu l'être, si nos conditions sociales étaient sûrement différentes. Et à côté, j'écris pas mal de chroniques effectivement littéraires, je m'occupe de mon chien, de mon mec et de mon bébé, voilà. Ça fait beaucoup de chapitres à aborder. On va peut-être commencer par un des premiers qui t'a lancé aussi un peu sur la toile, comme certains diraient. Ouais. Donc 28 jours. Ouais. Ce documentaire donc, qui essaye de montrer tout ce qui est les stéréotypes et les clichés qu'on peut avoir sur les règles, mais pas que. Toutes les sexualités qu'il peut y avoir autour aussi. Ouais. Comment en fait, donc tu l'as fait avec d'ailleurs Angèle Marais et Myriam Macha. C'est ça. Comment en fait c'est arrivé que des nanas de justement 20 ans arrivent à monter ce projet on travaillait toutes les 3 pour 20 Magazine, qui était vraiment un média où c'était des jeunes en fait qui écrivaient des articles, qui allaient dans des festivals et qui faisaient des reportages, etc. Et Myriam et moi, on écrivait énormément d'articles à peu près sur les mêmes sujets très sociétaux. Et donc notre rédacteur en chef nous avait envoyé à toutes les deux, sans nous le dire toutes les deux, qui nous avait envoyé un bouquin sur les règles. Donc moi c'était Sans tabou de Camille Emmanuel et Myriam, il me semble que c'était Jack Parker, Le grand mystère des règles. Et donc la semaine d'après, il nous dit bon bah les filles, j'aimerais bien que vous alliez interviewer l'auteur, chacune de votre côté. Et puis moi je me suis dit il y a trop de choses en fait, je peux pas juste interviewer l'auteur. C'est vrai que ce bouquin m'a foutu une claque quoi. Je me suis dit en fait les règles c'est vraiment un sujet tabou. Moi dans ma famille c'était un non-sujet les règles, c'était un truc dont on parlait comme on parle du dîner du soir quoi. C'était vraiment pas tabou, je sais même plus à quel âge je les ai vraiment eus, tellement ça m'a pas choquée, tellement j'étais déjà préparée, tellement mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, m'achetaient toujours des protections, donc j'étais jamais en manque de rien. T'as des frères et sœurs, j'ai un petit frère et lui c'est pareil, il a toujours été au courant de tout.
en termes de sexualité, on parlait de tout à table, tout le temps. Donc c'est vrai que quand je me suis rendu compte en lisant ce bouquin que effectivement je cachais moi-même mon tampon dans la main comme si c'était un sachet de coke pour aller aux toilettes, je me suis dit mais pourquoi je fais ça moi ? Alors que je suis pas du tout timide, que au contraire je pense que je suis plutôt une nana un peu extravagante, donc j'ai pas forcément besoin de me cacher sur ces sujets-là. Et puis c'est pareil, je sais que mon père me disait tout le temps « Oh là là, t'as tes règles ou quoi ?» Et en fait cette phrase-là, après elle m'a marquée parce que je me suis dit « Mais t'as pas le droit de me dire ça !» Même moi, je le disais à ma mère quand elle était énervée. Honte à moi, je le sais, mais parce que tellement c'était ancré en nous, en fait. Voilà, c'est le conditionnement, c'est limite dans les films, on le dit aussi, dans les livres, on le lit, donc c'est quelque chose qui est naturel. Et donc là, c'est vrai que j'ai dit à Myriam, est-ce que ça te dit qu'on fasse plutôt un article à 4 mains ? Toutes les deux, on se lance sur un grand reportage écrit. Et puis en réfléchissant, on s'est dit... qui aujourd'hui, entre 18 et 25 ans, va lire un article de 6 pages à peu près sur le sujet des règles. Franchement, personne ne va le faire. Déjà, nous, on a lu un bouquin sur les règles, mais je pense que c'est parce que on est intéressé, etc. Et que voilà, on avait envie de savoir de quoi ça parlait, mais il faut faire la démarche d'aller acheter le livre. C'est ça. Donc on s'est dit, non. Et puis on est allé boire un café avec Angèle, et puis on lui a dit, et si on faisait un documentaire ? Et là, on s'est toutes les trois regardées en se disant, mais ouais, carrément, je pense que c'est la solution. De faire un docu et tout, mais toutes les trois, on avait 20 ans, on était dans notre première ou deuxième année de fac, donc, je veux dire, on connaissait rien. Et puis on s'est lancé, moi je suis arrivée 2-3 semaines après en leur disant, ça y est les filles, j'ai trouvé le nom du docu, ce sera 28 jours. Et là, ça a été la révélation, on s'est dit, ok, c'est parti, quoi. Donc on a lancé ce documentaire. On a mis 1 an quand même pour le réaliser, parce qu'entre trouver les financements, alors que les filles n'étaient pas sur Paris, les 6 premiers mois, ça a été compliqué. Et puis après, il a fallu trouver les intervenants. Alors quand c'est 3 nanas inconnues au bataillon qui demandent... c'est vrai que nous, on avait l'idée d'interviewer des sportifs de haut niveau, des chanteuses, des acteurs, pour qu'en fait, on puisse en fait démocratiser les règles, grâce à ça, en fait, grâce à des personnalités. Et surtout qu'à la même époque, à peu près, je pense que vous vous posez ces questions, il me semble que c'était en 2017, il y a l'équipe qui a fait une de magazine justement sur le tabou des règles. Ouais. C'est la première fois qu'on parlait des règles dans le milieu sportif. Ouais. Donc je te laisse continuer, mais c'est vrai que c'était déjà à ce moment-là, il y avait tout le monde un peu qui peut-être commençait à se rendre compte. En fait, nous on est arrivé à un moment où effectivement il y avait 3 bouquins qui étaient sortis en même temps, sans que les auteurs ne se connaissent. Donc ça voulait bien dire qu'il y avait un besoin quand même d'en parler et que c'était le moment, parce que les maisons d'édition ont accepté de sortir ces bouquins-là dans la même année, donc c'était un besoin, je pense, qui était là. Et puis nous, on est arrivé avec le documentaire, donc on s'est dit, je pense quand même que les gens sont intéressés. Et puis au fur et à mesure, on a monté ça, toutes les 3, et puis on a réussi, quoi. Donc on était assez fiers quand on a sorti le documentaire, parce que clairement, on partait de rien, avec rien, et on a quand même fait un truc qui est aujourd'hui à plus de 800 000 vues sur YouTube, ce qui est quand même énorme. Je pense qu'un jour on passera le 1 million, et à ce moment-là, franchement... Champagne. Je me dis oui, à 21 ans, 22 ans, sortir un docu son premier docu qui fait 1 million, je pense que c'est pas donné à tout le monde, donc effectivement on peut être fiers de nous à ce moment-là. Ainsi, pour atténuer les douleurs menstruelles, notre corps aurait depuis toujours la solution, le plaisir. Mais si nous en sommes dotés, pourquoi personne n'en parle ? J'ai l'impression que c'est un truc qu'on nous a toujours dit, que pendant les règles, on couchait pas. Mais c'était pas quelque chose, je sais pas si on l'a vraiment assimilé comme quelque chose d'interdit. Non, direct. Non. Mais on a découvert que ça n'était pas interdit en fait, c'est tout. Mais pour certaines, les douleurs ne s'effacent pas. Entre crampes et spasmes, la souffrance persiste. Mais d'où vient-elle, cette douleur ? Et à ce moment-là, y a plein de choses qui se passent dans ton corps aussi. Ouais. Pendant le documentaire. En fait, je suis tombée, j'ai appelé les filles en FaceTime au mois de février, en leur disant, il faut que je vous dise quelque chose. Donc là, ça faisait déjà 2-3 mois qu'on était sur le documentaire, en train de... c'était plutôt de l'écrit, on faisait beaucoup de dossiers de presse, on commençait les dossiers pour les financements, etc. Et donc je me souviens, je les appelle en FaceTime, donc on était toutes les 3, et puis je leur dis, j'ai quelque chose à vous dire, je suis enceinte. Donc j'étais à 1 mois de grossesse.
Et donc là, je me suis dit, en fait, la date correspond à la date de sortie du docu, quoi. Donc en fait, j'ai accouché 2 semaines avant de sortir le documentaire. C'est vrai que les 3 derniers mois ont été assez costauds parce que c'était hors de question que je laisse les filles gérer ça toutes seules. C'était un trop gros travail pour que ce soit fait par 1 ou 2 personnes. C'est ton autre bébé. C'est ça, donc j'ai continué à les aider, j'ai continué à prendre ma voiture pour prendre le matos autant que je pouvais le faire. Et puis après c'est vrai que l'été est arrivé, on a tout été un peu chacune de notre côté, avec Angèle qui travaillait sur le docu. Et puis voilà, quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit aux filles, je continue à travailler sur les posts Instagram. J'avais tout mis dans des dossiers en leur disant, voilà, pendant 5-6 jours je pourrais pas être sur le téléphone, donc vous avez tous ces posts-là à publier dans les 2 semaines à venir, donc je continuais quand même à bosser dessus, quoi. Et puis c'est vrai qu'après il est arrivé, 2 semaines après, donc on avait la projection du documentaire. Donc là ma mère m'a dit, t'inquiète pas, je remonte sur Paris parce que mes parents sont à Bordeaux. Je remonte sur Paris, je viens garder le petit, comme ça tu peux y aller en amoureux avec Nico, mon mec. Et comment s'appelle ce petit bébé ? Il s'appelle Paul. Et donc du coup on a pu aller à la première tous les 2 ensemble. Donc mon mec avait déjà vu le documentaire parce que, bien évidemment, je pense que notre entourage l'avait vu avant qu'il sorte en projection. Mais du coup, j'étais très fière qu'il soit à mes côtés ce soir-là parce que j'avais l'impression d'être complètement accomplie, en fait. C'est-à-dire que je venais de sortir le documentaire dont j'étais hyper fière. Et en plus, je venais d'accoucher et j'étais la plus heureuse du monde. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'était sur mon petit nuage. J'étais trop contente, quoi. Je me suis dit, en fait, on peut faire les 2. Et je me suis rendu compte que l'un n'empêchait pas l'autre, parce que c'est vrai qu'on m'a toujours dit « Oh là, mais comment tu vas faire à 21 ans pour avoir un bébé ? Tu vas faire comment pour travailler ? Et tu vas faire comment pour sortir en boîte, pour aller voir tes copines ?» Je leur dis « Mais n'oublie pas qu'on est 2 pour faire un bébé. Mon mec, il est là, donc si moi je travaille pas pendant 1 an, il travaillera, et puis après, ce sera à moi de reprendre mon taf. Si je dois sortir, il le garde le soir, je vois pas où est le problème. Enfin, c'est pas parce que c'est un homme qu'il peut pas garder un bébé. » Donc c'est vrai que voilà, j'étais contente que tout se passe très très bien, et puis j'avais retrouvé à peu près ma ligne, donc j'étais très contente aussi de montrer à tout le monde que je rentrais dans ma robe 36 que j'avais achetée pour l'occasion. Ouais. Après, c'est pas donné à tout le monde aussi. Certes, peut-être d'être en couple avec quelqu'un de très bien, mais quelqu'un qui puisse assurer aussi. Oui. Voilà. Non, mais j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas été avec Nicolas. Ouais. Et donc vous avez combien d'années de différence ? On a 21 ans d'écart. 21 ans d'écart. Et moi, j'aimerais qu'on revienne justement sur... Ok, là, c'était la partie peut-être documentaire, etc. Ouais. Il y a plein de gens qui parlent dedans. Mais toi, ton point de vue sur tout ça, ton point de vue sur, justement, la grossesse que tu as vécue, là, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Des choses qu'on... Déjà, je pense, quand on est une maman à 30 ans, on ne s'attend pas à vivre. Toi, comment tu l'as perçu ? Est-ce que tu as été surprise de tout ça ? Moi, j'ai été... Franchement, ouais, j'en veux un petit peu professionnel et à moi-même aussi de pas m'être renseignée avant sur, en fait, tout ce qui allait se passer dans mon corps avant, pendant et puis après. Ça a commencé... je devais être enceinte de 2 semaines, mais je le savais pas. Et en fait, un soir, je disais à mon mec, j'ai pas envie de toi, quoi. Faut savoir que j'ai toujours une libido assez bien... prononcée. Voilà, depuis mes années lycée, donc... Voilà, j'avais jamais eu de problème là-dessus, et c'est vrai que j'avais du mal à comprendre mes copines qui me disaient « Ouais, j'ai pas de libido, j'ai jamais envie de faire l'amour. » Je me dis « Mais comment est-ce que c'est possible à partir du moment où t'es avec quelqu'un, quand même, dont tu désires... Après, il y a tout le sujet pilule, etc. Voilà, exactement. Qui, parfois... Et donc c'est vrai que là, le soir, je me suis dit « Écoute, j'ai pas envie de toi, quoi. » Enfin, mes limites, rejet, quoi. Dégoût. Bon. On se pose pas trop de questions... On laisse passer cette journée, ce soir-là, etc. Puis en fait, le lendemain, pareil. Puis le surlendemain, pareil. Puis ça dure 1 semaine, quoi. Jusqu'à ce que j'aille déposer mon chien chez mes parents à Bordeaux. Parce qu'on partait, en fait, en voyage au Brésil tous les 2. Et en fait, j'ai fait le test de grossesse chez mes parents. Parce que, je sais pas, j'avais quand même des doutes. J'avais mal en dessous des aisselles et tout ça. Puis on essayait quand même d'avoir un enfant depuis 1 an, faut savoir. Donc là, j'imaginais que c'était ça. Et puis en fait, oui, le test était positif, donc je suis rentrée le soir, je lui ai annoncé que j'étais enceinte, et... Joie ? Oui, joie, il a limite pleuré, il était super content.
Et puis bon, quand tu pars en vacances avec ton mec au Brésil, qui fait chaud et tout, tu te dis quand même que tu vas passer un bon nombre de temps dans la chambre d'hôtel. Et en fait, on a dû faire l'amour une fois, quoi. J'avais pas envie. Les hormones, et en fait c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir des hormones, c'est-à-dire que même si à un moment donné tu te forces un minimum à faire l'amour parce que tu te dis attends, c'est peut-être juste, faut juste déclencher peut-être le truc, mais en fait non. Puis après il y a eu tout le désagrément de, j'avais très très faim au Brésil, j'arrêtais pas de manger, mais des petites portions, mais limite toutes les heures, quoi. Il était 10h du matin, on va sur la plage, je lui dis j'ai envie d'un burger, mais maintenant tout de suite, quoi. Si je l'avais pas entendu, j'étais prête à tuer quelqu'un pour avoir un burger. Et après, je suis rentrée en France et je me suis dit, il faut que j'achète des pommes potes et des gâteaux, que je les fous dans mon sac, parce que dans le métro, si j'ai une envie, je vais pas me contrôler. Ah, c'était à ce point. Mais c'est horrible, c'était... Aujourd'hui, j'en parle comme si je rigolais, mais c'était pas drôle. Non, on n'en rigole pas. Parce que je me disais, mais comment ça se fait que les hormones sont aussi puissantes, en fait? Moi, j'avais jamais pensé à ça. Donc, c'est vrai que... Et en fait, j'ai lu des bouquins, et puis... on entend souvent l'inverse, on entend souvent que la nana, pendant sa grossesse, elle a une libido de malade. Moi, souvent, on me dit que les gens sont apaisés. Bon, tu peux te sentir mal avec des symptômes nausées, etc. Mais souvent, on nous dit t'es zen, tu vois. C'est ça, mais surtout, souvent, moi, j'avais vachement entendu que, en termes de libido, tu peux être limite... Enfin, tu vois, c'est limite de la nymphomanie, quoi. Peut-être, hein, je sais pas. Et du coup, moi, mon mec me dit t'inquiète pas, peut-être que le deuxième trimestre, ce sera différent. Deuxième trimestre arrive, toujours rien. Et en fait, 9 mois sans libido. Mais zéro, quoi. Et ça a été franchement très compliqué parce que tout au long de la grossesse, t'as ton corps qui change. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'habitues à avoir pris quelques kilos. Alors ça, moi, ça me gênait absolument pas, mais... Voilà, faut que tu prends du poids, ton corps se transforme. En plus, moi, j'avais fait la connerie de me faire une frange et un carré. Alors, en plus, on sait toutes qu'on a un peu la bouille qui grossit quand on est enceinte. Alors, du coup, l'erreur de ma vie que je ne recommencerai pas. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été transformée. Et le fait, en plus, de pas avoir cette partie-là de notre couple, c'est-à-dire la sexualité qui, pour moi, est primordiale dans le couple, je me suis dit, mais il va m'en vouloir et tout. C'est con, alors qu'aujourd'hui, non. Mais... il va m'en vouloir, est-ce que il va supporter 9 mois sans qu'on fasse l'amour, etc. Enfin, alors que bien sûr qu'il les a supportés, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'était moi dans ma tête, je me disais tiens, est-ce que ça va être facile à gérer pour lui et pour moi? Et puis en fait tout s'est bien passé. La grossesse en soi elle s'est bien passée, j'ai juste été choquée par souvent les questions des sages-femmes. Même des gens autour, enfin au-delà du médical, parce que t'étais, juste pour resituer, t'étais où à ce moment-là, je parle en termes école, pro, etc. Ouais, je suis tombée enceinte effectivement du coup en janvier, et donc j'entamais ma dernière année de fac. Donc on était en 2017, 2018 2018, non j'ai accouché en 2018. Donc oui c'est ça, 2018 oui. Ok. Et en fait, je préparais mon mémoire, quoi, enfin, notre dossier, plus la soutenance après, au mois de juin. Mais je pense que ça m'a donné de la force, en fait. Je me suis dit, je suis pas toute seule, donc faut que je me batte pour nous deux. C'était hors de question que je mette de côté, par contre, ma dernière année, parce que j'allais devenir maman. Pour moi, les deux étaient possibles, et je me suis jamais posé la question, en fait. Oui, parce que tu le voulais. C'est ça. Et donc, c'est vrai que ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, les derniers 6 mois, on fait un stage, normalement. Et moi, je l'ai fait avec un ami à moi qui m'a fait faire... Ça, si mes profs, ils m'entendent. Je suis allée au stage 6 jours en 6 mois, quoi. J'ai rien branlé pendant 6 mois. Mais du coup, j'ai continué à faire mon taf à côté. C'est ça qui m'a permis aussi de réaliser 28 jours, quoi. Parce que du coup, j'ai pu travailler pendant le stage. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai quitté mes potes de la fac style début janvier, parce qu'on avait une semaine début janvier de cours. Et en fait, ils apprenaient en juin que j'étais déjà enceinte de 5 mois. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils n'ont pas trop compris. Et effectivement, je suis arrivée du coup en juin pour ma soutenance. Donc, j'étais à 5 mois de grossesse. Ça a commencé à se voir. Et puis, je pense que 2 semaines avant, je l'avais annoncé sur Facebook. Enfin, j'avais mis un post avec mon chien qui tenait un doudou dans la bouche. C'était un doudou bleu en disant, bon, voilà, c'est un petit garçon. Donc, c'est vrai que tous mes potes l'avaient vu. Et donc, quand je suis arrivée pour passer ma soutenance...
tout le monde était là, oh félicitations, on a appris et tout, mais c'est génial, machin. Et puis c'est vrai que j'avais quand même mis un pull, puis comme je suis fine et que j'étais toujours aussi fine pour la grossesse, je me suis dit, sur un malentendu, ça va peut-être pas se voir. Franchement, je sais pas s'ils l'ont vu. Je leur ai pas dit, ils m'ont pas félicité ou quoi que ce soit. Donc j'ai surpris un regard à un moment donné d'une des profs sur mon ventre, mais je sais pas si elle a vu que c'était ça ou pas. J'ai eu ma soutenance avec 16, je crois. Ouais, j'ai eu 16, donc j'étais très fière de moi. J'ai eu 14 de moyenne, donc j'étais très contente, mention bien, j'étais super fière. Je me suis dit, bon bah c'est bien, au moins j'ai tout donné, et puis voilà. Non, après le regard des gens n'a pas été choquant, parce que je pense que les gens qui me connaissaient savaient que j'avais toujours eu cette envie d'être maman jeune, donc ça n'a choqué personne en soi. Ils étaient surtout très contents, puis je pense qu'ils savaient aussi que je pouvais avoir cet enfant-là et que je serais la plus heureuse des mamans et que j'allais pouvoir l'assumer entièrement. Ça a été vraiment plus l'entourage lointain, c'est-à-dire en fait les gens que tu croises pendant la grossesse que tu ne connaissais pas avant, donc ceux qui ne te connaissent pas personnellement. Donc ça a été les sages-femmes, ça a été très compliqué parce qu'en fait, mon mec venait à toutes les échographies, mais par contre, tous les rendez-vous qu'on a tous les mois, il venait pas. Déjà, ça ne servait à rien. Moi, des fois, je passais 3 heures dans la salle d'attente et puis 30 minutes devant la sage-femme. Donc, autant dire que je préférais l'épargner parce que... Puis ça se passe bien en soi. Voilà, ça servait à rien. Mais en fait, il faut savoir que sur les feuilles qu'elles ont, les sages-femmes, le dossier, en fait, où il y a mon nom dessus, à chaque rendez-vous, il y a écrit « Papa présent » pour l'interrogation « Oui, non ». Et donc moi, à chaque fois qu'il venait, c'était la case non, quoi. Parce que les échos, je les faisais pas avec elle, je les faisais avec mon gynéco, en dehors de l'hôpital. Et donc, elle s'est posé la question à un moment donné, mais vous êtes sûr que vous le voulez, cet enfant, à 6 mois de grossesse ? Bien sûr que je le veux, cet enfant. Enfin, si je suis là aujourd'hui, c'est que je le veux, quoi. Et puis, voilà, je suis tombée sur une sage-femme un peu con, et puis une deuxième. Et puis la dernière, là, ça a été le summum de la connerie, parce que c'était du coup au mois de septembre, donc là j'étais à 8 mois de grossesse, 8 mois et demi même, parce que j'ai accouché 2 semaines après. Et en fait il faisait super beau à Paris, donc j'avais mis une super robe d'été, longue, rouge, et puis c'est vrai que les derniers mois t'en as marre, mais quand en plus il fait beau, tu te dis, ah bah nickel, je vais pouvoir enfin mettre une robe, parce que ton legging de grossesse t'en as marre, quoi. Donc là j'étais trop contente, en plus je m'étais pimpée, je m'étais maquillée pour aller à l'hôpital, j'étais trop fière, j'étais contente, tu vois, j'étais heureuse, je savais qu'il me restait plus que 2 semaines grand maximum parce que c'était le terme. Donc j'y suis allée vraiment bien, quoi. Puis c'est vrai que quand t'arrives dans la salle d'attente, désolée mesdames, mais c'est vrai il y en a beaucoup qui tirent la tronche. Il y en a beaucoup qui ont plus de 30 ans. Donc c'est vrai que moi je faisais un peu tâche, quoi. J'arrivais, j'étais heureuse, j'avais 20 ans... Et puis, c'est vrai qu'en plus, j'avais pas pris beaucoup de poids pendant la grossesse, donc j'étais plutôt bien, quoi. Et puis, en fait, j'arrive et la sage-femme me dit « Ah là, vous êtes belle pour une femme enceinte ». Alors déjà, je me suis dit « Mais donc ça veut dire qu'en fait, une femme enceinte, elle est moche ?» Ok. Ça commence bien. Donc là, je me suis dit « Alors celle-là, elle doit être... » Je l'avais jamais eu, c'était une remplaçante. Et puis, c'est vrai qu'en la regardant, je me suis dit « Pauvre nana, elle doit être mal dans sa peau, quoi. » Enfin, ça se voyait, elle respirait pas le bonheur du tout, quoi. Et puis en fait, en discutant avec elle, elle me dit « Vous faites quoi comme métier ?» Et puis c'est vrai que moi à l'époque, comme j'étais diplômée mais que j'avais pas encore de travail, je disais journaliste. J'étais en train de faire le docu, j'écrivais des articles, donc pour moi c'était le plus simple, quoi, pour dire journaliste. Donc elle note journaliste et tout ça, et puis après elle me dit « Vous avez des questions ?» Et puis je lui dis « Oui, je voudrais savoir, est-ce que l'hôpital, je voudrais savoir si c'est pro ou anti-épisio ?» Elle me dit « Comment ça ?» Je dis, c'est vrai que c'est ma seule crainte, quoi. Je lui dis, la seule crainte, c'est l'épisiotomie, parce que je me dis, à 23 ans, j'ai pas forcément envie d'avoir une épisiotomie. Après, c'est vrai que ça engendre quand même beaucoup de désagréments sur la vie sexuelle et même de tous les jours d'une femme. Je me dis, si ça m'arrive à 23 ans, il me reste beaucoup à vivre, quoi. Donc c'est vrai que j'avais un peu peur, et puis elle me dit, vous êtes journaliste, vous devriez savoir qu'on raconte quand même beaucoup de conneries. Et là, je me dis, allez, bim, prends ça dans la gueule. Je dis, non, mais c'est une question que je vous pose, en fait, je voudrais juste savoir. Et elle me dit non, on n'est pas du tout pro-épisio, c'est n'importe quoi. Je dis mais je vous ai pas dit que vous l'étiez, je vous ai posé une question. Et en fait elle m'a clashé. Il est où le papa ?
Puis après, elle m'a dit, vous avez pris combien pendant la grossesse? Je dis 15 kilos. Elle me dit, c'est pas assez, vous êtes maigre, le bébé, il tiendra pas. J'étais à 8 mois et demi. Même si j'accouchais dans l'heure, mon bébé, il était déjà à 3 kilos et quelques. Donc, en fait, elle m'a sorti connerie sur connerie. Et à ce moment-là de la grossesse, en fait, t'es tellement, comment on dit, vulnérable, que le moindre pic qu'on te lance, tu le prends directement pour toi. Et donc là, franchement, je pense que j'ai un peu oublié tout ce qu'elle m'a dit, mais elle m'en a dit quand même des sacrément... des propos horribles, elle a tenu. Et je suis sortie de là en chialant. Mais j'ai pleuré, j'ai appelé mon mec, et je lui ai tout raconté. Il m'a dit, tu me files le numéro, j'appelle. Donc là, mon mec a appelé l'hôpital, dans la minute. Je lui ai donné le nom de la sage-femme, donc du coup, il l'a retrouvée directement. Il l'a eu au téléphone. Et il lui a dit, vous vous rendez compte que vous venez de faire pleurer ma femme à 2 semaines de la grossesse, vous trouvez ça normal? Vous avez été odieuse. Et en fait, elle lui a dit, non mais c'est juste que votre femme, elle a un très gros caractère et que du coup, c'est vrai qu'elle mâche pas ses mots. Hein, donc moi, j'avais besoin de lui rentrer un peu dedans, qu'elle dit à mon mec. Et puis, ça a été aussi les gens dans le métro, dans le bus, qui me laissaient pas leur place. Alors qu'il faut savoir que c'est quand même dangereux. Moi, si je tombe même à 3 mois de grossesse, quand ça se voit pas encore, je peux perdre mon bébé. Donc, faut juste faire attention aux gens qui nous entourent. Et ça, moi, je le faisais pas non plus avant, j'avoue. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a choquée. Ça m'a choquée, même les gens qui me laissaient derrière des files de 8-9 personnes en caisse prioritaire parce qu'il y avait trop de monde et qu'ils voulaient pas me laisser passer. Alors que j'étais à 7 ou 8 mois et que ça commençait... Bon, là, ça se voyait. Hein. Parce que moi, j'avais un obus. Donc, ça se voyait vraiment. Donc là, puis en plus, c'est pareil, t'oses pas dire grand-chose. Alors la deuxième grossesse, je ferai pas l'erreur. Là, je vais gueuler partout. Mais la première, tu sais pas trop comment te comporter, du coup, Et puis t'as pas trop confiance en toi non plus, parce que tu te dis, est-ce que je le veux vraiment, ce bébé, même si je le veux vraiment, mais... Tu t'es posé des questions? Tu te poses tout le temps des questions, en fait, avec les hormones, t'as pas confiance en toi, tu as confiance en toi, puis d'un coup t'es belle, puis d'un coup t'es moche, puis d'un coup tu te dis je suis con, puis en fait je suis personne, enfin je suis rien. Donc oui, c'est compliqué, donc c'est vrai que t'oses pas en fait hausser le ton et dire écoutez, je veux m'asseoir quoi. Puis même vis-à-vis de ta famille, le fait en plus que ce soit avec ton mec qui a quand même 20 ans de plus que toi, enfin... Ouais. Pour eux, il a peut-être fallu aussi comment ils l'ont accepté, peut-être complètement facilement. Ma famille, oui. Moi, ma famille, ils adorent mon mec depuis le début. Ils ont toujours su que je sortais avec des hommes plus vieux. Ça a toujours été. De toute manière, je sais pas pourquoi. J'ai toujours été peut-être plus mature et donc du coup, j'avais besoin de quelqu'un de mature aussi. Donc... Quand je suis arrivée avec Nico, ils se sont pas posés de questions, quoi. Ils savaient que j'étais content. Mon père m'a toujours dit que tu sois avec un homme, une femme, un mec de 20, 30 ou 40 ans de plus que toi, tant que t'es heureux, ça me va, quoi. Donc j'ai jamais eu de soucis avec mes parents là-dessus. Mais ça a vraiment été les gens dans la rue qui touchent ton ventre. T'as envie de leur dire, est-ce que moi je te touche la cuisse? Non, donc tu touches pas mon ventre, en fait. C'est en fait à partir du moment où t'es enceinte, on a l'impression que t'appartiens à la société. Que ce bébé, c'est pas un bébé à toi, Justine, c'est un bébé de la société. Donc il appartient à tout le monde. Et même en accouchant, même après, tu te travailles avec ton bébé qui a à peine 1 mois dans la poussette, il touche les pieds, quoi. Tu vas dire, mais tu touches pas mon bébé. Tu le touches pas. Il peut pas te dire s'il veut ou pas que tu le touches. Donc il est pas... Tu vois, c'est non, en fait. Quand on dit rien, c'est non. Donc moi, je vais pas te toucher, comme ça, dans le métro, je vais pas te caresser la cuisse, ou le pied. Donc tu fais pas non plus ça à mon bébé. Et ça a été hyper compliqué à gérer. Ça, pour le coup, je l'ai dit. Ça, là... Parce que oui, maintenant que t'as accouché, maintenant que c'est ça, 1 an après, t'as peut-être du recul maintenant sur plein de choses. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Après, il y a eu... Non, mais après, c'est vrai qu'on nous raconte pas tout ce qui se passe après l'accouchement. Tu vois, tout ce tsunami, en fait, de sentiments et d'émotions que tu ressens en même temps, ça a été très, très compliqué à gérer. Le retour de couche, moi je me lève une journée après avoir accouché, flaque de sang. Mais tu sais, un ballon de baudruche qui tombe de ton vagin, quoi. Mais du sang partout. Et là je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, je vais mourir? Bah non, en fait c'est juste normal, tu vois. C'est juste le sang, en fait, du placenta, tout ça, qui a été stocké à un moment donné, qui s'échappe. Et ça, on te le raconte pas. Alors, quand t'as ton bébé qui a 1 jour, qui est avec toi dans la chambre, et que tu perds du sang comme ça, tu flippes. T'appelles direct. Déjà, tu nettoies, après t'appelles, tu vois. Et... Enfin, c'est des trucs, tu vois, c'est pareil, on nous dit pas n'appelez personne le jour de votre accouchement, vous allez avoir envie de voir personne sauf votre mec.
Moi, j'ai fait la connerie d'appeler tout le monde, tu vois. Là, se retrouver à 8 dans ma chambre, alors que j'avais les seins qui allaient exploser, j'avais le vagin en feu. T'as une pastèque dedans qui est en train... Pourtant, tu viens d'accoucher. Hein. T'as couché ça par voie pousse basse encore, ouais. Et en fait, ils sont tous là en train de te dire « Ah, ça va, est-ce que je peux prendre le bébé ?» Non, tu touches pas mon bébé, en fait. Tu sors de ma chambre, tu me le fous la paix. Il faut accepter le fait qu'il soit plus dans ton ventre aussi. Hein. Ouais, ça c'est... Et puis, il faut surtout créer le lien. Tu vois, renifler son odeur, toucher sa peau, alors, toucher ses cheveux, regarder ses yeux... Enfin, le prendre aussi, rien que le prendre dans tes bras. Même si t'as fait du babysitting et que t'as gardé des mômes, quand il a un jour et qu'il est tout mou, le truc c'est un chewing-gum, t'as trop peur quoi. Tu le tiens, tu sais pas comment le tenir, donc faut apprendre. Alors oui, au bout de 5-6 jours, ça y est, t'es une pro, tu le prends limite à une main. Mais les premières heures, t'es pas bien du tout. Hein. T'es là, tu regardes s'il respire tout le temps. Enfin, c'est très compliqué à... Ouais. Nous, Surtout que moi, je trouve dans tout ce que tu dis, c'est... En même temps, t'es une femme de caractère, qui aime vivre à fond ce qu'elle vit, ses passions. Mais là, c'est autre chose maintenant d'avoir un enfant, c'est arriver à faire passer lui en premier. Ouais, ça c'est vrai que ça, par contre, c'est pas un souci. Je sais que mon bébé, ça passera avant tout. Là, en ce moment, c'est vrai que je suis dans une phase où je développe des projets et que du coup, ma carrière va commencer à passer un peu avant. Pas avant lui, mais... Elle va prendre plus de place parce que c'est vrai que pendant un an, là, je m'en suis occupée à 100% en fait. Il n'est pas allé chez la nounou, on n'a pas eu de nounou, de babysitter, mes parents sont pas là, mes grands-parents non plus. Donc j'ai pas eu d'aide pendant un an. Puis mon mec faisait des horaires 9h, 22h. Donc, et voilà, il faut que ça assure derrière financièrement aussi. C'est ça, donc c'était très très compliqué. Là, il va chez la nounou, enfin depuis un mois maintenant. Et donc c'est vrai que là, je m'autorise moi à me dire... Bah fais des choses, mais c'est vrai que c'est compliqué, tu vois, la première semaine, tu te retrouves en fait comme une con et tu te dis, je fais quoi ? Alors oui, il y a toujours le chien à promener, mais je fais quoi, tu vois, putain, je peux me faire un bain. En fait, je peux regarder mes séries, alors faut que je redécouvre Netflix, je reprends ma pile de bouquins que j'ai pas lu, parce que moi j'ai pas lu pendant 9 mois, j'ai pas réussi. Enfin, pendant 1 an et demi, parce que même après l'accouchement, j'ai pas réussi à lire. Je pense que ton cerveau, il est tellement omnubilé par ton bébé, la santé de ton bébé et tout ce qui va se passer que t'as pas le temps de faire autre chose. Alors jouer à Candy Crush, oui, ça te prend pas beaucoup d'énergie, tu vois, mais lire, non. Et du coup, c'est vrai que là, je commence seulement à me retrouver en tant que femme, tu vois. Limite, maintenant, je dis plus que je suis une maman, genre ça y est, je suis redevenue une femme, avant d'être une maman. Parce que pour moi, il faut que je sois une femme épanouie, avant d'être une mère épanouie. Si moi, je suis heureuse dans ma vie professionnelle, dans mon couple, en tant que Justine, femme de 23 ans, bah, je serai la plus heureuse des mères et je pense la meilleure aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je me concentre vachement sur moi en ce moment parce que je me dis, il faut que je me retrouve moi en tant que femme, il faut que je redéveloppe mes projets, il faut que je me remette à écrire, à lire et du coup ça me fait vachement de bien, quoi. Et qu'est-ce que tu fais justement en ce moment pour te remettre vraiment axée sur toi, Justine, en tant que femme ? Et ben en ce moment, je lis énormément. J'ai redécouvert la lecture et je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu ne pas lire pendant 1 an et demi ? Vraiment. T'as occulté, c'est-à-dire que je pouvais pas. J'ai essayé de prendre un bouquin pendant 9 mois. J'ai lu 1 page à chaque fois. J'y arrivais pas à aller plus loin. Et du coup, là, c'est vrai que je lis beaucoup. Là, franchement, j'ai dû en lire une bonne 30aine depuis juin. Donc ça fait un bon par semaine, voire 2. Je lis de tout, des romans, des essais féministes, et puis je tiens toujours le compte du coup Sensation maintenant, où j'essaye de développer un maximum avec tous les posts pédagogiques que j'ai préparés depuis des mois, parce que j'ai du contenu en fait à poster. Et puis je m'occupe juste le compte Insta 28 jours, il n'existe plus. Non, il a été piraté à 65 000 abonnés, ouais. Donc j'ai rebondi tout de suite en recréant un autre parce que je me suis dit si je le fais pas dans les 48 heures, je le referai pas. Parce que en fait t'es tellement dégoûté par le truc que... Donc j'en ai profité qu'il soit en fait supprimé pour tout de suite demander à toute la clique de partager le nouveau. Donc c'est pour ça qu'en 48 heures j'avais déjà plus de 10 000, donc j'étais contente, je me suis dit bon déjà je peux faire des swipe up, donc ça c'est cool. Et puis voilà, au fur et à mesure ça remonte, mais c'est vrai que c'est compliqué de repartir à 20 000 alors que t'étais arrivé à 65 000. Mine de rien, à 65 000, t'as quand même une petite notoriété. Tu te dis, à 65 000, les gens te font confiance. Ils se disent que s'il y a 65 000 personnes qui te suivent, c'est que tu dois pas dire beaucoup de conneries.
et que les choses que tu dis sont intéressantes. Et au final, là, tu te fais dépasser par des comptes qui sont aussi intéressants, mais qui sont nés il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que là, pendant l'été, j'ai un petit peu occulté ça aussi. Donc là, je m'y remets. Et puis j'écris beaucoup. Du coup, en fait, à chaque fois que je lis un livre, j'écris une chronique littéraire après. Ça fait plaisir aux maisons d'édition. Et puis comme ça, elles m'envoient les nouveautés, donc je suis contente. Parce que j'ai pas les moyens de m'acheter 2 livres par semaine, clairement. Donc je fais ça. Et puis j'ai repris le job d'hôtesse. Là, en attendant. Franchement, ça fait un peu mal, j'avoue. Ça fait mal. Ça fait un peu mal parce que quand t'es étudiante, moi j'ai travaillé en tant qu'hôtesse en étant étudiante parce que j'avais beaucoup de temps, parce que je suis hyper active et parce que j'avais besoin de travailler et que j'aimais travailler pour gagner de l'argent. Puis j'ai toujours été autonome financièrement, en fait. Mes parents ne m'ont jamais trop aidée là-dessus. Enfin, ils m'ont aidé le strict minimum, mais ils m'ont toujours dit le jour où tu veux te payer un truc, tu te le payes, quoi. On va pas le faire à ta place. Donc j'ai toujours travaillé énormément. Et puis à cette époque-là, qu'on me regarde comme une conne en me disant « T'es qu'une hôtesse ?» Ouais, effectivement, j'étais qu'une hôtesse, tu vois. J'étais étudiante en même temps. Mais j'étais plutôt fière, en fait, de faire ça en même temps que les études, parce que je me disais « Mais les gars, en fait, je suis étudiante. Donc j'ai plus de mérite que n'importe qui, tu vois. » Là, aujourd'hui, de se prendre des regards en mode « C'est qu'une conne, celle-là ?» Bah non, tu sais pas qui je suis, en fait, tu vois. Je suis maman, je suis épanouie, je suis hyper heureuse dans ma vie. Je fais ça juste parce que... en vrai, je pourrais ne pas le faire financièrement, mais c'est juste que c'est un plus, il faut payer la nounou maintenant, donc c'est un plus de le faire, et puis que j'ai pas envie de taper dans mes réserves, tu vois. Donc c'est vrai que je le fais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Franchement... T'aurais une anecdote ou pas, à la limite, comme ça, pour rappeler à tout le monde, et en même temps, ceux qui ne savent pas aussi, ce monde-là qui est quand même particulier. Non, mais c'est très... En fait, c'est un univers hyper sexiste, tu vois, c'est-à-dire que... on fait pas... En fait, les gens ne font pas gaffe à qui ils ont en face d'eux. C'est-à-dire qu'ils se disent... Enfin, il y en a à qui j'en veux pas, parce qu'effectivement, c'est des amalgames qu'ils font, tu vois, entre la nana qui est hôtesse parce qu'elle est étudiante et celle qui fait ça toute sa vie, mais... Celles qui fait ça toute sa vie, moi j'en ai rencontré, elles sont hyper contentes de faire ça. Parce qu'elles changent tout le temps de travail, elles changent tout le temps de lieu, on découvre des lieux. Moi là, les 2 derniers jours, je l'ai fait au Crillon. Je serais jamais rentrée dans l'hôtel du Crillon si je travaillais pas en tant qu'hôtesse. Donc ça c'est cool, mais c'est vrai qu'après, des trucs... Oui, très souvent, pas très souvent, pas abusé non plus, mais moi ça m'est arrivé quand même 5 fois, je pense, qu'on me demande combien je prends après pour la nuit, tu vois. Parce que tu travailles dans des beaux lieux, tu présentes bien. C'est comme les filles dans les carrés VIP. C'est ça, t'es grande, tu portes des talons, t'as une robe courte, donc forcément on se dit elle a besoin d'un complément cette nuit celle-là. Non, ça va, moi cette nuit je vais rentrer, retrouver mon mec et puis j'ai pas besoin de lui, quoi, tu vois. Mais ça, on me l'a demandé plusieurs fois. Après franchement là comme ça, non, mais c'est surtout sur des salons, tu vois, c'est des trucs... on te prend pour de la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on te dit pas merci quand il faut te dire merci, on te respecte clairement pas. T'as évoqué aussi au tout début le fait que toi et Antoine, vous êtes en train de monter votre podcast, ouais. Autour justement de donner la parole à des prostituées et escortes. Est-ce que justement t'as des choses peut-être à dire par rapport à tout ce milieu qui est quand même... est particulièrement flou. Ouais. On a l'impression en fait que tout le monde connaît ça, de par en fait juste ce qu'on peut entendre et les films, mais c'est un peu plus complexe que ça. Et puis surtout que toi, en tant que maman, Antoine il me l'avait dit en off, mais je le dis là, que tu venais du coup pour rassurer aussi les personnes, que tu venais avec Paul, ton bébé, parfois dans les bras, ouais. Pour du coup montrer quand même que c'était pas juste pour leur faire peur ou... Ouais. Oui, dans ça c'est sûr que... en fait, comme cette année, moi j'ai été toute seule avec lui, comme je te disais, je me suis empêchée de rien. Donc je l'ai emmené partout avec moi. Donc mes entretiens d'embauche, des rendez-vous professionnels, des réunions, il venait là. Et ça c'est toujours très... En fait, comme moi je suis pas du genre à stresser, je pense que j'ai pas refilé mon stress à mon bébé. Donc ce qui fait que, tu sais, lui il voit du monde, il est content, il voit des nouvelles têtes, en plus on le sourit, on le prend dans les bras. Il était content, hein. Enfin, je sais qu'à ce moment-là, il était dans sa poussette, tu vois, il faisait sa vie. Et j'ai jamais eu peur de l'emmener, quoi. Donc c'est vrai que quand on est allé à des rendez-vous avec des escortes, je l'ai emmené.
Puis elles étaient là, oh mais qu'est-ce qu'il est mignon. Donc c'est vrai que du coup, il y avait un truc qui se cassait, tu vois. Elles se disaient, ok, en fait c'est 2 jeunes personnes tranquilles. Alors, tu vois, elles sont pas là pour me faire chier, ni pour parler de trucs un peu chelous, ni pour me sortir les verres du nez, non. On leur a directement expliqué pourquoi on faisait ça, quel était notre but à nous, et qu'il n'y avait pas de production derrière, qu'on gagnait pas d'argent. Donc ça c'est hyper important. Et elles se sont dit, ok, bah en fait je leur fais confiance. Et donc c'est vrai que je me suis pas servi de Paul pour ça, mais ça a été effectivement un plus pour que les nanas se disent, et les mecs se disent, bon, si elle ramène son bébé, c'est que c'est pas un endroit dangereux, tu vois. Donc oui, ça a vachement aidé, mais en fait on s'est rencontrés, Antoine et moi, à un dîner, et je sais pas pourquoi ça a tout de suite matché. On s'est hyper bien entendus, et puis je sais pas, ça, voilà, on est sortis fumer une cigarette, et puis moi je lui ai sorti comme ça. Mais je sais plus pourquoi, mais je lui ai dit que les prostituées me fascinaient. Et du coup il m'a regardé, et il m'a dit, moi aussi. Sauf que, bon, venant d'une fille et venant d'un mec, le message n'est pas le même, tu vois. J'éprouve une certaine fascination pour les prostituées, que ce soit des hommes ou des femmes. Et voilà, et puis parce que j'ai eu aussi moi des relations avec des prostituées et que c'était souvent des moments assez incroyables, pas comme on peut les imaginer. Et parce que je trouve que les hommes et les femmes sont très focus à ce sujet-là, parce que c'est quand même le métier le plus vieux du monde et nous entoure, et je trouve qu'il y a un côté très puritain quand on parle de prostituées, qu'on ne veut pas savoir, mais globalement ça fascine les gens. Ça fascine les gens. Et du coup, je lui avais raconté que c'est vrai que j'avais très envie un jour de faire un documentaire sur la prostitution étudiante. Qui existe, hein. Clairement, voilà. On n'en parle pas, mais... Mais je lui avais dit que c'est pas à 23 ans que je le ferais. Parce que j'ai pas les bagages, j'ai pas les épaules, ni les contacts et le réseau pour défendre mon projet. Parce que c'est quand même un sujet touchy, tu vois, les règles, c'est un sujet tabou. Mais entre guillemets, à part des gens qui vont te dire est-ce que je parle de mon caca, moi ? On va pas trop se prendre de... Tu vois ce que je veux dire ? On va se prendre des trucs à la con comme ça. Tu peux faire parler plus de monde. Que clairement, aller voir des prostituées, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué, et puis là, oui, et non, mais surtout que les prostituées, c'est quand même un truc... c'est un truc de société aussi, comme les règles, mais là, c'est vraiment un truc qui touche à la sexualité, à l'argent, au business, à la politique. Et donc du coup c'est très compliqué de parler de ça. Puis en plus c'est-à-dire que c'est interdit sans lettres. La prostitution relève-t-elle de la liberté d'entreprendre ou de l'esclavage sexuel ? Au Conseil constitutionnel de répondre. Il examine aujourd'hui un recours contre la loi d'avril 2016 qui pénalise les clients des prostituées d'une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 € et 3 750 € même en cas de récidive. Tu vois ? Parce que moi j'ai appris quand même que c'était interdit la prostitution, mais qu'on te demande de déclarer en tant que prostituée tes biens quand tu déclares tes impôts. C'est sous une case bien, non, je sais plus quoi. Donc si tu réfléchis 3 secondes, ça veut dire que l'État c'est juste le proxénète de toutes ces prostituées, tu vois. Et du coup, c'est compliqué de faire un reportage là-dessus, un documentaire. Et donc du coup, Antoine me dit mais viens on fait un podcast. Et là, je me suis dit, ah ouais, un podcast, au moins, t'as que nos voix et les leurs, et tu n'as pas d'image, tu vois. Parce que moi, le jour où je ferai un documentaire, je veux pas que ce soit flouté. Je vois pas le truc de flouter des visages. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est lancé là-dessus, et puis tout de suite, on s'est dit, bon bah, moi, je vais trouver les gens. Donc j'ai commencé à contacter le STRAS, le syndicat de défense des travailleurs du sexe. Et en fait, dans la demi-heure, ils ont transféré le mail à toute leur base de données. Ce qui fait que j'ai reçu une dizaine de messages dans l'heure, quoi. Et là, je me suis dit, ah bah, nickel. Parce que là, au moins, ils viennent à moi. Donc, c'est super. Donc, c'est comme ça qu'on en a trouvé quelques-uns. Après, là, on est sur la phase où il faut que maintenant, on trouve des gens, enfin, tu vois, des prostituées qui sont au Bois de Boulogne, dans les rues de Saint-Denis. Là, ça va être quand même vachement plus compliqué parce que, dans le Bois de Boulogne, normalement, logiquement, c'est des femmes qui parlent français, c'est des Françaises, tu vois. Mais dans les rues de Saint-Denis ou à Belleville, c'est pas des Françaises. Tu vois, c'est soit des pays de l'Est, soit des pays asiatiques, ou des pays d'Afrique.
Et malheureusement, il y en a très peu qui parlent français, ou alors un français très limité. Et pour un podcast, tu peux pas te permettre d'avoir des voix tu vois, qui vont traduire. Enfin, je veux dire, on peut pas. Et puis, tu sais pas s'il y a pas un de leurs mecs là, qui se cache. Et on n'a pas envie de se faire emmerder, Antoine ou moi. Donc du coup, c'est vrai que va falloir y aller. On n'a pas encore trouvé la solution pour y aller facilement, quoi. Donc, parce que là, par contre, c'est hors de question que je ramène Paul. Hein. Donc là, on ira y aller tous les deux avec nos petites jambes, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Donc là, on est dessus, mais... Et c'est pour quand la sortie, techniquement? Bah, on sait pas, là, on a rediscuté un petit peu parce que ça a pris un tout petit peu de retard. Oui, mais c'est normal, ça. Voilà, parce qu'on veut pas sortir... Parce qu'on en a déjà 3, en fait, qui sont tournés, mais on veut pas sortir, tu vois, un maintenant, un dans 2 mois. Oui. On veut qu'il y en ait au moins 6 qui sortent toutes les 2 semaines pour faire un... Comme j'avais pu faire, moi j'avais mes 7 classement, c'est ça. Donc Antoine m'a dit que lui il avait peut-être des disponibilités plutôt après janvier, parce que là c'est en grand rush. J'avoue que moi aussi. Donc on va faire ça, on va sortir sûrement ça, tu vois, mi-janvier, début février. Mais je pense que c'est un truc qui peut... Alors moi je sais que je serais gourmande d'écouter ça, tu vois. Et puis les anecdotes qu'on entend sont quand même pas anodines. On entend des trucs... Quand tu prépares ton podcast, tu t'attends aux réponses. Ou au moins... Non mais tu t'attends un minimum à ce que la personne va te raconter, tu vois. Là, à chaque fois avec Antoine, on ressort bouche bée, en fait. On ne s'attendait absolument pas à avoir ce genre de témoignage de pourquoi ces personnes-là se prostituent. Et du coup, à chaque fois, on est scotché, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on se dit que ça peut intéresser. Et puis comme c'est con, mais je veux dire, on est quand même des personnes humaines, t'as quand même envie de savoir des choses dont on ne parle jamais. Prostitution, on n'en parle jamais. Et du coup, je pense que c'est un sujet qui peut intéresser pas mal de monde, tu vois, en discretos, dans tes écouteurs, là, tu prends le métro, t'écoutes 45 minutes d'une prostituée, je pense que ça peut être pas mal, parce que en plus d'être prostituée, c'est une femme, ou c'est un homme. Ça te remet vraiment face à, clairement, la place aussi d'un être humain qu'on n'a pas l'habitude, en fait, d'envisager. C'est ça. Et de pourquoi ils le font, et de combien ils gagnent, sans rentrer dans les détails, mais aussi. Voilà. En fait, on tire des portraits de personnes. Et elles se prostituent. Voilà. Et ben, j'ai hâte d'entendre ça. Je suis très contente, Justine, parce que d'habitude, c'est vrai que j'ai besoin parfois de pas mal échanger avec la personne. Là, tu m'as fait un beau fil comme ça, très bien tissé et monologué de tout ton parcours. Et honnêtement, j'aimerais bien à la limite juste finir sur potentiellement ce que toi tu veux, puisque là, voilà, c'est des projets qui sont sur du futur proche, disons. Ouais. Mais là maintenant, toi, qu'est-ce que t'as envie pour la suite? T'as parlé de plusieurs bébés, j'ai l'impression déjà. Qu'est-ce qui se profile dans ta tête à l'heure actuelle? Ce qui n'est absolument pas figé, hein, ça reste des choses qui peuvent bouger au fil du temps. Du coup, moi, dans 2 ans, je gagne au loto. Une grosse somme, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et dans on parle pas de juste 10K, voilà, c'est... Non, on parle on parle en millions. Voilà. On parle en millions. J'ai toujours dit, je suis née en sachant que je vais gagner au loto. Je le sais. Je sais pas quand, tu vois, mais je le sais. Donc voilà, à ce moment-là, je ferais peut-être construire. Ou non, on achètera une super maison, je sais pas où, avec un étang pour Tu veux pas la construire? L'un ou l'autre, tu vois. Mais avec un étang. Ça, c'est primordial parce que mon mec, il veut pêcher. Il m'a dit, le jour où tu gagnes plus que moi, j'arrête de travailler et je vais à la pêche. Donc, c'est un bon compromis, tu vois. Donc du coup, son jardin avec son étang, on veut... Alors lui, dans l'idéal, il voudrait 7 enfants. Mais je lui ai dit qu'à son âge, il fallait qu'il s'y mette avant. Parce que moi, je peux, mais lui, voilà. Et puis même 7... Ouais, non. Tu te vois? Non, en vrai, franchement, 2, je sais que c'est pas assez pour moi. C'est vrai? Ouais, moi je suis une maman de plusieurs enfants, donc je pense 3 ou 4, tu vois. Famille nombreuse. Ouais, moyenne, tu vois. 3 ou 4, je pense. Après, je veux m'épanouir dans mon travail. Je sais, franchement, je peux pas te dire dans quoi ce sera.
Je me laisse complètement la porte ouverte sur plein de choses. C'est pour ça que je fais plein de choses. C'est parce que je me dis peut-être qu'un jour je toucherai du doigt en fait le truc qui me fera kiffer, tu vois. Je me dis ah putain mais en fait c'est ça que je vais faire toute ma vie, ou du moins 10 ans de ma vie. Là je l'ai pas encore trouvé. Enfin, tu vois, je sens que je suis encore dans ce truc de je me cherche encore en fait. Est-ce que tu veux postuler dans quelque chose de plus routinier Ah non moi je pense que je veux monter ma boîte. Après en boîte de quoi, je sais pas. Mais je sais que je veux faire un truc. Tu vois, mon mec il m'a toujours dit demain tu trouves un travail à l'étranger, on te suit. Donc demain je sais que je trouve un travail n'importe où dans le monde. J'ai mon mec qui arrête de travailler qui me suit. Et mon bébé qui vient avec nous, tu vois. Oui, il vaut mieux qu'il vienne avec nous. Le chien, on verra s'il y a besoin de quarantaine ou pas, mais il viendra avec nous forcément. Mais ouais, je sais, franchement, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que dans ma vie, je vais faire 30 000 trucs, tu vois. Genre, en réalité, dans mon ordinateur, j'ai genre 2 bouquins à sortir. Tu vois, qui sont prêts. Ils sont finis, ils sont sur InDesign en plus, enfin, tu vois, ils sont prêts. J'attends juste que... T'as jamais démarché ? Non, il faudrait que je le fasse. Donc tu vois, j'en ai 2 de près. Là, je suis en train d'écrire un truc. Je sais pas, je le sens, je me dis peut-être ça marchera, tu vois. Sur une histoire en plus qui m'est arrivée moi en tant qu'hôtesse, hyper drôle. Donc je me dis pourquoi pas. Après, tu vois, j'adore les réseaux sociaux. J'adore tout ce qui est illustration, tout ça. J'aime bien, tu vois, créer des visuels en fait pour des comptes ou pour des marques. Du coup, pourquoi pas faire ça ? Pourquoi pas continuer à écrire des articles parce que j'adore faire ça ? Pourquoi pas devenir critique littéraire ou éditrice ? Tu vois, j'en sais. Je sais pas. Tu te laisses le monde comme choix. Ouais. Là, pour le moment, j'ai... Mais ça t'angoisse pas ? Franchement, il y a des fois, si. Si. Non, là, je fais genre et tout, mais en vrai, il y a des fois, ça m'angoisse trop. Il y a des fois, je me réveille le matin, je pleure. Je me couche le soir, je pleure parce que je dis à mon mec, en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois ? Parce qu'effectivement, je suis pas le genre de nana à être née avec une passion. Tu vois, par exemple, mon frère, lui, il a toujours... Enfin, il est passionné. Alors, ça peut changer de passion, tu vois, il peut changer tous les 3-4 ans de passion, mais quand il est passionné, il va jusqu'au bout. Et là, il est passionné et il va jusqu'au bout, il sait ce qu'il veut faire, il sait quelle étude il faut faire et il va y aller, tu vois. Moi, ça n'a jamais été mon cas. C'est-à-dire que moi, je vais me passionner, tu vois, d'un truc. Et en fait, au bout d'un mois, je vais dire, oh, en fait, ça me fait chier. Donc, je vais changer de truc. Tu te lasses rapidement. Je me lasse très rapidement. Bon, sauf pour mon mec. Mais tu vois, donc c'est vrai que des fois, franchement, c'est flippant parce que je me dis, mais est-ce que ce serait... En vrai, je sais, je me connais. En vrai, je pourrais trouver un travail demain. Je pourrais trouver un travail en CDI. Parce qu'on on est déjà venu me chercher, tu vois, pour me demander de faire telle ou telle chose. Mais ce serait trop facile, en fait. Tu vois, ce serait juste, en fait, pour mon ego, pour me dire, c'est bon, j'ai un travail, un salaire fixe, c'est bon, je suis devenue une femme. En fait, ça me ferait trop chier, tu vois. Je me dis, mais non. Donc c'est pour ça que là, je me laisse le temps, je vois, tu vois, pour le moment, j'ai pas besoin financièrement de travailler. Enfin, je travaille, hein, j'ai quand même un salaire chaque mois et tout, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le moment, voilà, je vide mes projets. Je vais commencer à monétiser mes comptes, je pense, parce que j'ai pas mal de followers quand même sur mes trucs. Je pense que je pourrais demander une petite rémunération. Donc je fais ça et puis je verrai bien, tu vois. Je te dis, un jour, ça se trouve, je vais me réveiller et je vais dire, putain, ça y est, j'ai trouvé. Je vais être psychologue, tu vois. J'en sais rien. Un truc. Mais tu vois, ça se trouve, demain, je vais être un truc qui part complètement à l'opposé de mes trucs, tu vois. Mais refaire des études, ça te dérange pas ? Je sais pas. Mais en fait, moi, je crois beaucoup aux autodidactes, tu vois. Regarde ce que je fais avec 28 jours. Enfin, là, maintenant, avec Sensation. Je suis devenue une professionnelle des règles. Et du corps féminin, j'arrive à rassurer des nanas sur sur des questions gynécologues, sur oui, je tiens à dire, la d'ailleurs, contraception, les SPM et tout. On l'a pas du tout dit et tu en as pas forcément parlé, mais donc sur ton site que tu as créé, tabou.org, ouais. Tu as quand même fait une liste qui recense tous les gynécologues et spécialistes, en tout cas, même sage-femme aussi, il me semble. Sage-femme, gynéco, endocrinologue. Voilà. Et il y a même des kinés spécialisés en endométriose et comment ça s'appelle, vaginisme. Et donc en France et dans plusieurs autres pays aussi, en Europe.
Enfin, moi je trouve ça génial, je préfère quand même le dire, enfin en tout cas vraiment te le dire, je trouve ça génial qu'il y en a qui le fassent. Je pense qu'il y a d'autres listes qui doivent exister. Oui. Mais voilà, que ça passe par là, passe par les réseaux, Ouais. et c'est vrai que ce site-là, bon, je pense pas que beaucoup de gens le connaissent, donc c'est intéressant en tout cas de le connaître, je trouve. Bah écoute, franchement ça va, hein, je me rendais pas compte des vues que j'avais sur le site, mais j'ai quand même pas mal de clics par mois. Et pour la liste, j'ai quand même beaucoup de nanas, je dois en avoir quand même 1 ou 2 par semaine, qui me font un retour en me disant merci beaucoup, grâce à toi j'ai trouvé mon gynéco, tu vois. Alors là tu vois, c'est pour ça que je continue à le faire, parce qu'il y a des fois je baisse un peu les bras en me disant à quoi bon faire ça. Et en fait quand je reçois les messages et les questions, des fois de détresse des filles, je me dis je sers pas à rien, tu vois. Et c'est pour ça que je te parlais de psychologue, parce que je pense sincèrement que j'ai cette âme-là de rassurer, de parler et d'écoute sans jamais juger ce qu'on me dit, tu vois. Donc je pense que ça par contre c'est vraiment un truc que j'aime faire et dont je pense que je suis très bonne. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir à quel point tu parles avec une facilité, c'est déconcertant et c'est hyper agréable aussi. Mais cette maturité, je pense pas qu'on est enfant mature, je pense qu'on le devient par ses expériences. Et est-ce que toi, t'arriveras à retracer un peu quand est-ce que t'as commencé à être je pense que c'est dû au métier de mon père, et en fait il est militaire, et donc on a beaucoup déménagé. J'ai dû déménager une douzaine, une quinzaine de fois jusqu'à mes 18 ans. Donc c'est vrai qu'à chaque fois se refaire, tu vois, des amis, changer de maison, tu vois, faire des cartons, rien que ça, tu vois. Te séparer en fait, tous les 3 ans tu te sépares de 3-4 sacs poubelles de trucs qui te tiennent à cœur. Et donc du coup t'as pas le temps de t'y attacher, tu vois, tu jettes. Tu refais des cartons, etc. Puis tu rencontres des nouvelles personnes. Et puis en fait, limite tu peux même te dire, bah tu sais quoi, les 3 ans où je vais rester ici, je vais m'inventer une vie. Tu vois, je vais changer de prénom, tu vois. Parce qu'en fait tu sais que ça durera pas. Tu l'as fait ? Non, je l'ai pas fait. Mais c'est vrai qu'il y a le dernier déménagement où j'ai fait en fait 77 jusqu'à Biarritz. Là je suis arrivée en mode... parce qu'en fait, faut savoir qu'au collège, j'étais très mince, très maigre même. Je faisais beaucoup de sport à haut niveau, de la gymnastique, etc. Et donc c'est vrai que j'étais un peu le squelette, quoi. Alors on m'appelait comme ça. Ça m'a jamais trop gênée, tu vois. Mais en plus de ça, je portais un corset à l'époque parce que j'avais une scoliose. Donc du coup, c'était un peu chaud, tu vois, même par rapport aux garçons et tout. Moi, les mecs ne me regardaient absolument pas. J'étais invisible, tu vois. J'étais genre un nana qu'on regarde pas. Donc... c'est vrai que, bon, au collège, tu t'en fous un peu, mais c'est vrai que quand toutes tes copines, elles ont un mec, et toi, t'es là, t'es limite encore la petite gamine qui a pas de mec, c'est un peu chaud, tu vois. Et donc, je me suis fait la promesse de, la prochaine fois où je déménageais, j'arrivais en mode bombe. En mode, je suis grave, tu vois, je sais qui je suis, et voilà. Tu vas à ton max. Voilà. Et en fait, je suis arrivée à Biarritz. Et à Biarritz, il faut savoir que la population n'est pas la même, déjà. Dans le 77, t'as beaucoup de Français d'origine maghrébine, africaine, asiatique, enfin, tu vois, t'as vraiment un spectre, c'est hétérogène. Et donc forcément, moi, petite blanche, toute fine, pas de poitrine, pas de fesses, bon, bah du coup, t'intéresses pas. Enfin, moi, à l'époque, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'arrive à Biarritz, et en fait, là, je me retrouve qu'avec des Françaises, blanches, genre, sans origine, tu vois. Avec des corps comme les miens. Genre fin, pas trop de forme, mais quand même un tout petit peu, mais voilà. Et donc du coup j'arrive avec mon jean slim, moulant, et là tout le monde regarde mes fesses. Et là je me dis, ah putain, ça y est et tout, genre, ça y est, on me regarde enfin. Et non, et là oui, effectivement, je suis arrivée en mode, ça y est, genre, là je vais plaire, enfin, tu vois. Donc là j'ai vraiment changé, enfin j'ai pas changé, mais j'ai juste évolué en fait, et ce déménagement-là m'a permis de grandir d'un coup. Après, j'ai rencontré une amie, qui est devenue une très bonne amie, merci Mathilde, si tu m'entends, qui, elle, en fait, s'était fait opérer du dos. Pour une scoliose aussi, à l'âge de, je crois qu'elle avait 14 ans, un truc comme ça. Et quand un jour, on a discuté de mes problèmes de dos, parce que moi, il faut savoir qu'à 5 ans, on a découvert que j'avais une scoliose. De mes 5 ans à mes 15 ans, j'ai porté un corset nuit, et après jour et nuit. Donc en fait, je le retirais juste pour faire mes 4 heures d'entraînement par jour, de gymnastique. Et après, à partir de 15 ans, bah, t'en as marre, quoi. Tu te dis, à un moment donné, je vais arrêter de porter ce fichu corset, parce que tu t'en peux plus, tu vois. T'en peux plus, clairement.
Et donc, on a commencé à en discuter. Elle me dit, mais vas-y, va te faire opérer. Elle me dit, qu'est-ce que tu risques de toute manière? Enfin, elle me dit, moi, je regrette pas. Il y a un risque. Sauf que moi, dans ma tête, opération égale mort. Dans ma tête de jeune fille de 17 ans, c'était ça, tu vois. Donc pour moi, en fait, accepter l'opération, c'était accepter de mourir. Et donc c'était super compliqué à gérer. Mais bon, elle m'a quand même poussée à le faire. Je pense que si je l'avais pas rencontrée, je me serais toujours pas fait opérer. Donc grâce à elle, je me suis fait opérer du dos. Et mais c'était très très compliqué parce que quand je suis montée sur la table d'opération, j'ai regardé mes parents et dans ma tête, c'était adieu, quoi. Ouais, c'était horrible. Franchement, je ne souhaite à personne de penser ça un jour, tu vois. Parce que c'est juste... c'est horrible. Et tu vois, je regrette de pas être allé voir un psychologue après pour lui en parler, parce que c'est un truc qui ça reste, tu vois. Et quand je suis montée sur la table, j'ai regardé mon chirurgien, je dis, bon, vous merdez pas, hein. J'ai une putain de vie à vivre, alors faites pas de la merde, quoi. Et j'avais vraiment confiance en mon chirurgien, donc c'était impeccable. Et là, je me suis réveillée avec une envie de dégommer tout, quoi, tu vois. Je me suis dit, ok, en fait, t'as demi-vécu, genre là, jusqu'à 18 ans, et maintenant, tu t'éclates, tu penses à rien, genre. C'est là le switch. Ça a été là, ouais, je pense, ça a été là, et ça a été... Il y a eu cette opération, et il y a eu un tout petit peu avant aussi, où j'ai commencé à... ma vie sexuelle, tu vois. Genre ça a été un déclenchement... À partir du moment où, parce que j'ai directement été avec des hommes vraiment plus vieux, tu vois. Le premier avait 36 ans, après 42, enfin, c'était que des hommes beaucoup plus vieux que moi. Et en fait, ça, ils m'ont permis de prendre conscience de mon corps, de mes désirs, de ce que j'aimais et de ce que je pouvais renvoyer comme image en tant que jeune fille de 18 ans, tu vois. Et donc, ils m'ont hyper aidée là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à leur parler, parce que pour moi, il n'y a plus d'ambiguïté, mais c'est quand même des hommes qui m'ont permis de me rendre compte qui j'étais, et voilà. Donc il y a eu ça, plus l'opération, c'est ça. Et en fait, après l'opération, du coup, je me suis fait opérer en octobre, remis sur pied en décembre. Ton année, elle est fichue. Moi, je voulais avoir mon bac. Je pouvais pas... puis je voulais pas rester en France, tu vois. Donc j'avais dit à mes parents, je partirai en tant qu'au pair, mais soit à Londres, soit aux États-Unis. Et en fait, j'appelle ma mère un matin et je lui dis, jeudi, je pars en Australie. Et là, elle me dit, quoi? Je lui dis, tu prends mes billets, je pars. Et donc, je suis partie en Australie avec mon sac à dos toute seule. J'avais une famille là-bas que je retrouvais sur place en tant qu'au pair. Et ça a été 6 mois de fou. Parce que les 4 premiers mois ont été un peu compliqués parce que je faisais du 7h, 19h avec des petites filles. Et puis, je me suis fait arnaquer par ma famille à la fin. Mais bon, ça, voilà. Ça arrive à beaucoup. Mais j'ai surtout rencontré une amie super qui s'appelle aussi Justine. On est toutes les deux de Paris, on était arrivés limite le même jour en Australie, et en fait on s'est retrouvés là-bas et on s'est dit, maintenant qu'on est toutes les deux, faisons un truc toutes les deux. Donc on a commencé par un road trip dans le sud, puis après on a loué un van et on a fait toute la côte est de l'Australie. Et c'était génial. Je me suis empêchée de rien. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Je n'arrêtais jamais, tu vois. Vraiment, ma semaine classique, c'était 7h, 19h, au pair. 19h, 20h, sport. 20h, 2h du matin, sortie. Tous les jours. Du lundi au dimanche. Et j'étais jamais fatiguée. Et je m'étais fait opérer du dos 3 mois auparavant, tu vois. Et que mon chirurgien m'avait interdit d'aller en Australie. Je suis quand même allée. Et vraiment, ça a été... je pense que tout ça, ça a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et que j'ai pris, je pense, 10 ans en maturité en quelques mois, tu vois. Voilà. L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram L'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et l'illustratrice de cette semaine est plus connue sous le pseudo About Evie. Allez voir son travail coloré, brut et autour du sujet féministe et engagé sur son compte Instagram. Il mérite d'être connu de tous. D'autant plus qu'il reflète parfaitement le quart de siècle de Justine. Donc encore merci à elle. Tout est relayé donc sur le compte Instagram Les Quarts de siècle.
Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance. Rendez-vous donc dans un mois pour un nouvel épisode de Quart de siècle.